Je ne sais toujours pas si ma vie a été un succès ou non. Tout semblait se dérouler sans heurts dans le service et dans la vie de famille jusqu'à un certain point, trop. Mais récemment, j'ai commencé à ressentir un genre de nostalgie, quelque chose que j'ai manqué dans ma vie, quelque chose de très important. Je suis née dans les années 60, comme tout le monde. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, je m'apprêtais à entrer à l'institut pédagogique de ma ville natale. Heureusement, il se trouvait en face de chez moi. Mais mon ami Nicolas m'a suggéré d'aller dans une ville éloignée pour m'inscrire à une école maritime. J'avais une idée vague de la mer et du service maritime, sans parler d'une carrière de marin. Mais Nicolas a réussi à me convaincre avec les perspectives brillantes de romance océanique, et je suis d'accord. Nous sommes arrivés dans une ville côtière et nous avons postulé dans une école maritime. Lors de l'entretien, on m'a demandé les raisons pour lesquelles je voulais assister à cette école. Je leur ai dit honnêtement que j'étais venue pour la compagnie d'un ami et que je n'avais pas particulièrement envie d'apprendre le métier maritime. Après cette confession, je m'attendais à rentrer chez moi, mais on m'a permis de passer les examens, que j'ai réussi. J'ai été acceptée comme cadet de première année, on m'a donné un uniforme et on m'a logé dans un dortoir. Nicolas a échoué en mathématiques et est rentré chez lui, en colère contre le monde et contre moi. C'est ainsi qu'a commencé ma carrière de marin marchand. Je ne décrirai pas comment j'ai appris, je ne dirai que cela progressivement, j'ai commencé à l'apprécier. Après la première pratique sur un grand navire à voile, je suis tombé amoureux de la mer. Des années plus tard, après avoir réussi mes études en mer, on m'a nommé 3e officier sur un ferry de passagers. C'est là que j'ai rencontré ma future femme. Son nom était Gabrielle. J'étais plutôt jolie et de bonne humeur, et j'ai rapidement conquis le cœur de Gabrielle. 2 mois plus tard, nous étions mariés. Le fait que nous soyons de la même vie a également contribué. Je me suis vu accorder 2 semaines de congé et Gabrielle, et moi, nous sommes rentrés chez mes parents. C'est ainsi que ma vie de mariage a commencé. La plupart du temps, j'étais en mer. Je rentrais à la maison après de longs voyages d'affaires, mais je ramenais toujours des cadeaux pour ma femme. Gabrielle m'accueillait joyeusement après chaque voyage, et nous partions pour le sud vers la mer. Et puis nous rentrions, et je partais pour un autre long voyage. La vie continuait, et ma femme devenait de plus en plus belle pendant mon absence. 3 ans plus tard, j'ai été promu au poste de second sur un navire qui faisait des voyages outre-mer. Les voyages d'affaires sont devenus encore plus longs. Parfois, j'étais absent de la maison pendant 6 mois. C'est la vie d'un marin, et il n'y avait rien à faire à ce sujet. Malgré les longues absences, je ne doutais pas de la fidélité de ma femme, et elle ne me donnait aucune raison. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais avec le temps, j'ai senti un refroidissement dans notre relation. Non, tout était comme avant, des larmes, des baisers, du sexe fou. Mais vous ne pouvez pas tromper le cœur, je sentais Gabrielle s'éloigner de moi. Et finalement, le moment est venu. Le moment était venu où je me suis rendu compte que ma femme avait un amant. À bord du navire, il y avait une barmaid, une jeune femme nommée Juliette. Vous comprenez à quel point il est difficile pour une femme de travailler dans une équipe d'hommes, surtout une belle. Beaucoup ont souhaité avoir une aventure avec elle, mais Juliette n'a pas cédé et a tenu tous les prétendants à distance. Je l'aimais bien, mais rien de plus que cela. En tant qu'homme marié, je ne voulais pas avoir d'aventure. Cependant, après un certain temps, j'ai commencé à remarquer le regard intéressé de Juliette. C'était étrange, je n'avais donné aucune raison. Je communiquais toujours bien avec elle, ainsi qu'avec les autres membres de notre équipage. Mais je ne devrais pas cacher, en tant qu'homme, j'étais heureux d'attirer l'attention d'une jeune et charmante femme. Je suis né à la veille de la Journée internationale de la femme, le 7 mars, mais je n'ai jamais célébré mon anniversaire le 7e, je l'ai toujours déplacé au 8e. Lors de ce voyage, j'ai fêté mon anniversaire en pleine mer. J'étais seule à table dans ma cabine lorsque je suis sortie de mon service, et je me demandais si je devais boire un verre de cognac pour ma santé. Il y a eu un coup à la porte. Juliette se tenait sur le seuil avec un plateau de fruits dans les mains. Yuri, joyeux anniversaire. Bonjour Juliette. Je vous remercie beaucoup, mais vous n'auriez vraiment pas dû vous donner tout ce mal. Je l'ai invitée à s'asseoir galamment et à s'asseoir.
C'est à ce moment-là que j'ai vu à quel point cette femme était belle. Le chignon bouclé blond, une belle robe et le parfum d'un parfum inconnu. J'ai sorti une bouteille de cognac. Faisons trinquer à mon anniversaire, quel congé. Juliette n'a pas refusé et a pris une gorgée de cognac. Il y a eu une pause. Franchement, je ne savais pas de quoi parler. Est-ce que je verse le deuxième? Ce n'est pas souhaitable, et j'avais déjà enfreint la loi sèche. Je regardais Juliette, assise immobile. J'ai une faveur à vous demander. Il vous suffit de m'écouter jusqu'au bout. J'ai déjà 32 ans. Comme moi. J'ai pensé. Je suis toute seule, ma mère est décédée il y a 2 ans, et je ne me souviens pas de mon père, il nous a quittés quand j'étais très jeune. Je ne me suis jamais mariée, et c'était trop tard pour ça. Bien sûr, j'ai eu des prétendants, mais ça n'a pas marché. J'ai écouté en silence, sans comprendre ce qu'elle voulait. Je suis toute seule, Juliette a répété. J'ai besoin de mon bébé. Nia. Moi, tant que je peux encore accoucher. Aide-moi. Je suis resté assis abasourdi, ne sachant quoi dire. Ne sachant quoi lui dire, je lui ai offert de manière utile, ce n'est pas un problème pour vous les hommes. Cela ne sera que mon enfant. Je lui ai assuré, ne t'inquiète pas, je n'aurai aucune prétention sur toi. Après ce vol, je quitterai et tu ne m'entendras plus jamais. Lorsque nous sommes revenus en ville, Juliette a démissionné de son travail et est partie sans me dire au revoir. Mais je l'ai trouvée sur mon bureau avec un seul mot, merci. J'ai apprécié son geste aimable. Le soir, j'étais déjà à la gare du Sud, montant à bord du train pour rentrer chez moi. La voie est devenue plus proche et plus proche, arrachant les passagers à l'étreinte endormie du sommeil. Elle est devenue plus forte et plus intrusive. Le compartiment de ma porte a frémi, et une voix a crié à mon oreille, « Lève-toi, nous nous arrêtons ». J'ai ouvert les yeux et regardé ma montre, il était encore environ une demi-heure de chez moi. J'ai regardé par la fenêtre. Il faisait déjà jour. Des gouttes de pluie, étalées par le vent et la vitesse, étaient visibles sur la vitre. Dehors, les banlieues ont commencé. Les portes des compartiments voisins se sont fermées avec fracas, et je me suis habillé rapidement et discrètement, j'ai pris mon sac, regardé autour de moi, en vérifiant si je n'avais rien oublié. Et je suis sorti dans le couloir. Notre train a lentement glissé sous le toit de verre de la gare. Enfin, le train s'est arrêté et les passagers ont commencé à sortir lentement des wagons. C'était mon tour. Je suis descendu prudemment sur la plateforme et me suis dirigé vers la sortie. À mesure que je m'approchais de la maison, j'ai soudainement ressenti une inexplicable anxiété. Je voulais rentrer chez moi et ne pas vouloir en même temps. Quelque chose ou quelqu'un semblait essayer de m'avertir de quelque chose. Je suis monté au 4e étage et j'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte de l'appartement. Quelque part au fond, la télévision était allumée. Cela sentait le petit déjeuner fraîchement cuit. J'ai posé mon sac et je suis entré dans la cuisine. Il y avait un petit déjeuner préparé pour 2 personnes sur la table. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il m'attendait ici, comme avant. Mais il s'est avéré que ce n'était que pour un instant. Yura, la voix surprise de Gabriel a retenti derrière moi. Je me suis retourné. Tu n'attendais pas? Je me suis assis sur un tabouret à la table. Elle a demandé, et qui est-ce, ton nouvel époux? Yura, je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Nous avons été étrangers l'un à l'autre pendant longtemps. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Cela arrive pour une raison quelconque. Cette simple phrase, cela arrive, m'a transpercé le cœur. Comment est-ce possible? J'ai vécu 10 ans avec mon mari, et puis je l'ai quitté comme une chose inutile. Tu ne savais pas qui j'étais et ce que je faisais? Il y a 10 ans, tu étais bien avec tout cela, et maintenant tu as décidé de tout changer dans ta vie. Et moi? Tu ne sembles plus te soucier de cela. Ces pensées m'ont traversé l'esprit en un éclair. Oui, mon travail n'est pas propice au bien-être familial. Gabriel a tenu presque 10 ans comme ça. Pour une relation familiale comme la nôtre, c'était un record en soi. Je veux une vie tranquille et normale, comme tous mes amis et petites amies, Gabriel a continué, essayant de ne pas me regarder dans les yeux.
Mais tu ne comprendrais pas, parce que tu n'as pas d'amis ou de connaissances. Et tu n'as pas de femme, et je n'ai pas de mari. Nous vivons dans des mondes parallèles qui ne se croisent jamais. La seule chose qui compte pour toi, c'est ton travail. Vous partez en voyage, vous n'êtes jamais à la maison. Nous n'avons même pas d'enfants à cause de ce style de vie. Que dire? Elle avait raison. Une femme de 30 ans, mince, belle, aux cheveux blonds. Elle avait clairement une chance de commencer une nouvelle vie. Tant qu'elle était jeune et qu'elle avait encore l'air vendeuse. J'ai réalisé que cette horreur ne finirait jamais, et un jour, loin d'être belle, votre navire coulerait et vous ne seriez même pas enterré dans un cercueil bon marché avec l'hymne national et hymne. Salve d'honneur, et je resterai une vieille veuve indésirable. Pourquoi voudrais-je une telle vie avec une fin en vue? Finalement, tu ne me vois plus comme une femme. Qu'est-ce que je suis pour toi? Une cuisinière, une concubine, une esclave? Non, je préférerais essayer de reconstruire une famille maintenant. Jusqu'à ce qu'elle ne l'ait pas terminée. Calme-toi, je ne vais pas faire de scandale. Il n'y a pas de retour en arrière. Je n'espérais rien. J'ai essayé de parler calmement. As-tu gardé l'appartement et la maison de campagne en compensation de ton temps? Désolé, mais tu étais absent pendant presque 6 mois, et j'ai pris soin de la propriété comme je l'ai jugé approprié. Mais si tu veux, je ne l'ai pas laissé terminer. Tu as divorcé? Oui, les papiers sont prêts, tu n'as qu'à les signer. Il y avait un regret caché dans sa voix, où était-ce juste moi? D'accord. Je suis sortie dans le couloir, j'ai posé les clés sur la table de téléphone et j'ai jeté mon sac sur mon épaule. Il n'y avait plus rien à faire pour moi ici. Au revoir. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic de verrouillage. Il faisait froid. Il faisait déjà sombre. Le vent du nord froid essayait de décoller les feuilles jaunes de l'asphalte mouillé. Les lampadaires se sont allumés. Mais leur faible lumière vacillante me faisait me sentir encore plus mal. 10 ans. Est-ce beaucoup ou peu? Probablement pas beaucoup si vous n'avez que 32 ans et que vous avez toute votre vie devant vous. Toute votre vie devant vous. Je fus surpris de réaliser que j'avais réagi calmement à l'effondrement de ma vie familiale. Mon cœur me faisait un peu mal, mais il n'y avait pas de désespoir. Je ne lui ai même pas mis de coup au visage. Après tout, Gabrielle a raison, nous ne sommes pas un couple. Elle a besoin d'attention, de compliments. Je pensais qu'un conjoint aimant lisait tout dans les yeux de son partenaire. Seulement Gabrielle ne le pensait pas de cette façon. Le divorce s'est déroulé avec une rapidité surprenante. Nous n'avions aucune réclamation de bien l'un envers l'autre. Les documents avaient été préparés depuis longtemps. J'ai apposé ma signature et dans une demi-heure j'ai reçu un certificat de dissolution de mariage. C'était tout, rien d'autre ne me retenait dans cette ville. Je suis retourné voir ma ville. Un décret m'attendait là-bas pour me nommer premier officier sur un navire à moteur, alors j'ai fait mes valises et je suis parti. Ma vie dans le Nord a commencé. Le navire a navigué vers la Scandinavie, a appelé dans les ports de la France, de la Suède, de la Norvège. L'équipage était expérimenté. J'ai rapidement trouvé un terrain d'entente avec le capitaine et les autres officiers du navire. Le capitaine était un vieux loup de mer. 15 ans sur un seul navire ne sont pas 20. Je regardais avec plaisir comment il commandait le navire, se tenant sur le pont. Il était particulièrement bon pour l'amarrage. Pas la chose la plus facile à faire. Mais le capitaine semblait apprécier le processus. Il a mené l'équipage du pont comme un chef d'orchestre expérimenté dirige un orchestre bien joué. J'étais sur le navire depuis presque 4 ans lorsque le capitaine m'a mis en charge de l'amarrage dans le port de Copenhague. C'était un signe de confiance particulière en moi. Apparemment, il voulait voir si j'étais prêt à prendre sa place. Bientôt, le capitaine a pris sa retraite et j'ai pris le commandement du navire. 10 ans se sont écoulés. Mon âge approchait le seuil des 50 ans lorsque j'ai été invité à un voyage de cure au sanatorium en mer. Pour une raison quelconque, j'ai pensé à Gabrielle, comment nous, jeunes alors et enthousiastes dans notre amour, allions en vacances. Je me demande comment s'en sort avec son nouvel époux. Peut-être y a-t-il des enfants.
Ces pensées ont traversé mon esprit, mais elles n'ont pas ravivé de souvenirs nostalgiques particuliers. Le passé ne compte pas. Je suis arrivée dans le sud le soir. Le sanatorium se trouvait directement sur la plage, et la fenêtre de ma chambre offrait une vue imprenable sur le soleil couchant dans la mer, fatigué de la journée. Il y avait un restaurant en dessous de la fenêtre, d'où provenait le son envoûtant du saxophone. Mon cœur s'est douloureusement attendri. J'ai changé de vêtements et j'ai décidé de faire une promenade et de regarder autour de moi. Pour être honnête, j'étais habituée à me détendre et j'avais une idée vague de ce que je ferais pendant les 3 prochaines semaines. Après avoir longé la promenade remplie de couples amoureux, je me suis décidée à me rendre dans un restaurant pour dîner. Il y avait beaucoup de place et l'hôtesse m'a montré une table vide près de la fenêtre. Après avoir étudié la carte, j'ai passé ma commande et commencé à regarder la foule bigarrée, qui se remplissait progressivement la salle. Peu de temps après, un serveur a apporté une bouteille de vin et l'a versé pour moi. Le saxophone a joué à nouveau et je l'ai versé dans un verre. Je me suis penchée en arrière dans un fauteuil confortable et j'ai commencé à siroter la boisson agréablement astringente. Soudain, j'ai vu une jeune fille belle et élégante se diriger vers ma table. Puis-je vous inviter à danser? Elle a souri charmement et m'a tendu la main. Bien sûr, je l'ai prise délicatement par la main et l'ai conduite au milieu de la piste de danse. Nous avons lentement tourné en dansant au son d'un saxophone magique. Je souhaitais soudain que la musique ne s'arrête jamais, c'était comme si j'étais jeune à nouveau. Mais la musique s'est arrêtée et mes oreilles sont redescendues sur mes épaules à nouveau. Je l'ai remerciée et l'ai accompagnée à sa table. Puis je me suis dépêchée de manger, j'ai payé le serveur et je suis sortie prendre l'air. Tu pars déjà? Il y avait une voix retentissante derrière moi. Je me suis retournée. La fille me regardait et souriait. Vous devez être fatigué du voyage, a-t-elle dit. Mon nom est Tania. Oui, répondis-je, je dois admettre que j'étais un peu confus. Si vous n'êtes pas pressé, venez avec moi, dit-elle. Ma mère et moi vivons ici, pas loin. Tania s'est approchée de moi et m'a prise sous son aile. C'est une jeune femme très entreprenante. Avec maman? J'ai demandé. Où est papa? Je savais que je posais des questions stupides et maladroites, mais je n'arrivais pas à m'y faire. La fille était si captivante dans sa franchise. C'est juste nous deux, dit-elle. Mon père était marin et il est mort il y a longtemps, avant ma naissance. Je ne l'ai vu qu'en photo. C'est sur la coiffeuse de ma mère. Je travaille dans un sanatorium, à l'accueil. J'ai terminé l'école cette année, et en automne, je vais en ville pour aller à l'université. Tania ne s'arrêtait pas de parler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aimé l'écouter. Quelque chose me fascinait chez elle. Pas une attirance sexuelle, mais un autre sentiment inconnu, dont la nature je ne peux pas comprendre. Eh bien, nous voilà. La lumière est allumée, donc maman est à la maison. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. J'ai déambulé lentement le long de la promenade, essayant de donner un sens à mes sentiments. Non, je n'étais pas épris de cette fille. J'étais bien conscient de la différence d'âge, et Léa n'était pas comme une aventurière. C'était autre chose. Mais quoi? Comme d'habitude, je me suis levée tôt et j'ai décidé d'aller à la plage pour une baignade. La plage était vraiment déserte, et personne ne m'a empêché de nager. En chemin, j'ai acheté un journal du matin et des cigarettes dans un kiosque. Puis je me suis lentement dirigée vers mon immeuble. Bonjour. J'ai entendu une voix familière, Tania? Tu me suis? Tu me suis? Elle s'est étirée péniblement. Je suis juste ici par hasard. J'ai souri. Eh bien, pas par hasard. Je ne sais pas, mais je sens comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Pourrions-nous nous être rencontrés auparavant? Hélas, je suis ici depuis longtemps, même avant que tu ne naises. Donc, tu ne peux pas. Que fais-tu aujourd'hui? Voudrais-tu que je te fasse visiter? Avant même que je puisse répondre, une voix de femme en colère a résonné derrière moi. Léa, s'il te plaît, viens ici. Je me suis retournée. Derrière moi se tenait une jeune femme mince me regardant,
Léa. Et toi, jeune homme, trouve-toi. Elle ne l'a pas terminé. Je suis resté là, abasourdi. Juliette? T'es l'accueil. Toi. Juliette semblait aussi surprise que moi. Je commençais à comprendre quelque chose. Cela ressemblait à Léa était ma fille. Chère mère, quel tournant. Bonjour, je suis ici en vacances. Que puis-je dire? Elle pensera que je suis un suiveur. Nama? Léa a parlé haut. Qu'est-il arrivé? Vous vous connaissez tous les deux? Oui, c'est un vieil ami à moi, nous travaillons ensemble. Sa voix m'a donné des frissons. Où étais-je avant? Pourquoi l'ai-je quitté si facilement? Ah, c'est vrai, j'étais mariée. Stupide, imbécile. Mon bonheur était à portée de main et je ne m'en suis pas rendu compte. Excusez-moi, je devrais probablement y aller. Elle l'a élevé seule. J'ai imaginé un instant à quel point c'était difficile pour elle. Je ne voulais pas et n'avais pas le droit de me mêler de leur vie. Léa savait à propos de son père héroïque. Laissez-le rester ainsi. Je me suis retournée et j'ai marché rapidement vers l'entrée du bâtiment du sanatorium. J'ai fait ma valise très rapidement. En principe, je n'avais pas beaucoup de choses. J'ai appelé la billetterie et commandé un billet d'avion pour le vol du soir. J'avais encore un peu de temps, alors j'ai décidé de faire une sieste avant le voyage. Dormir. C'est facile à dire. J'étais tout agitée après la réunion du matin. Il y a eu un coup à la porte. Au seuil se tenait Léa. Je sais tout, ma mère me l'a dit. Tu es mon père. Je suis restée là comme un imbécile, sans savoir quoi lui dire. Et c'est ainsi que je t'imaginais. Les yeux de la fille ont commencé à se remplir de larmes. J'ai fait un pas et je l'ai prise dans mes bras. Ma fille. Quel mot merveilleusement beau. Ma fille. Allons-y. Elle a saisi ma main et m'a traîné hors de la pièce. Juliette était assise sur le canapé, regardant le mur. Son visage était mouillé de larmes. Sur le bureau, j'ai vu une photographie encadrée d'un marin. C'était ma photo, il y a 20 ans. Je ne me souviens pas où j'ai été photographiée. Juliette, je ne savais pas quoi dire. Elle s'est levée et a pris mon visage dans ses mains. Si vous saviez seulement comme j'ai attendu, a-t-elle chuchoté et s'est pressée contre ma poitrine. J'ai renoncé à mon billet d'avion. Tout le monde sur le pont aux positions d'amarrage. J'ai posé le microphone et regardé intensément le quai du port approchant. Le premier maître est venu me voir sur le pont. Ingénieur en chef dans la salle des machines, a-t-il signalé. Amarrage bâbord. J'ai vu les équipes d'amarrage arrière et avant se préparer aux dispositifs nécessaires. Je ai donné le micro au premier maître et regardé par la fenêtre. Même sans jumelles, je pouvais voir deux figures féminines fragiles et chères sur le PA. L'un d'eux a levé la main. Le chef maître a tiré la poignée. Le remorqueur a grogné en signe de bienvenue. Ma famille m'accueillait.